toujours sur RBS 91.9. Désormais, il est l'heure de fin de séance. L'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur mon premier chroniqueur, Mickaël. Salut à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Un peu mal à la tête aujourd'hui. Le réveil un peu dur, mais sinon ça va. Pourtant, tu es le Benjamin. Tu devrais être frais et dispo, même si t'es dormi 4 heures. Bravo la jeunesse. Voilà. Alors, il y a un autre jeune avec nous. Il s'agit de Christian. Et c'est vrai, j'ai été jeune un jour, c'est vrai. Jeune un jour, jeune toujours. Tout à fait. Tout à fait. C'est splendide. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'horreur. Oui, l'horreur, genre à la fois rejeté et fasciné du cinéma moderne. Mais pas n'importe quelle horreur. Parmi ses plus illustres inspirateurs, il est un écrivain dont les récits ont été adaptés moult fois. Ces dernières années ont d'ailleurs vu naître au cinéma des remakes des films déjà adaptés de ces histoires d'horreur, j'ai nommé ça et Cimetière qui va sortir le 10 avril. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de Stephen King. Je vais le prononcer à l'anglaise, Stephen King. Voilà. Donc il est né à Portland, notre ami Monsieur King, qui est le roi évidemment des romans aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Stephen King est né à Portland, alors pas dans l'Oregon mais dans le Maine. Il y vit avec sa mère pendant quelques années. Sa mère se sépare de son père. Il voyage un peu partout aux États-Unis. Dans l'Indiana, si ma mémoire est bonne, et puis il revient dans le Maine où il s'installe avec sa mère définitivement. À l'université du Maine, il écrit déjà dans les colonnes du Maine Campus de manière hebdomadaire. Et c'est d'ailleurs lors de ces années qu'il rencontrera Tabitha. Allez, un petit peu de personnel pour une fois, mais c'est pas pour rien qu'on en parle en fin de séance. C'est parce qu'elle deviendra aussi écrivaine, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, tous ses enfants écrivent, sauf sa fille qui est devenue prêtre. Sa première nouvelle professionnelle sera The Grass Floor et son premier véritable roman est, qui le sait dans le studio, premier vrai roman qui a été adapté ensuite au cinéma. Carrie. Bien joué, Mickaël. Ah, mais même, J'ai bossé. Superbe. Ça, c'est, voilà. Christian, tu as bossé ou? Moi, j'ai bossé comme un dingue, ça. Alors donc, Carrie écrit à 25 ans, en 1974, qui sera adapté 2 ans après par, ça tu le sais Christian? Pardon. Qui a adapté Carrie au cinéma? Mais bien sûr. Brian De Palma. Superbe. Voilà. Il y a eu un remake en début 2014. C'est ça. Donc, qui sera adapté par De Palma, ce qui contribue à faire connaître l'écrivain du grand public. Il n'avait pas encore 30 ans. Depuis, alors je passe, il a écrit que des best-sellers. Et j'arrive au point qui nous intéresse, le cinéma. Depuis, on compte environ 80 adaptations audiovisuelles de l'auteur, dont 37 au cinéma. Je crois qu'il est 4e au classement des gens les plus adaptés, derrière Shakespeare, l'inamovible, et Dumas. Et juste derrière lui, il y a Agatha Christie. Oui. Ah oui. On avait vérifié ensemble. C'est ça. En fait, elle est juste derrière, effectivement. Et donc, après De Palma, c'est au tour de Stanley Kubrick en 1980 avec Shining. Nous y reviendrons. Ce sont ensuite succédés Dead Zone, Christine de John Carpenter, un de mes cinéastes préférés américains.
je l'appelle mes deux John Cassavetes et John Carpenter, Peur bleue, Stand By Me de Rob Reiner, Misery de Rob Reiner. Qui n'est pas un film fantastique. Non, qui a fait connaître un petit peu, c'est le renouveau des teen movies, qui existait d'ailleurs pas vraiment, je dis renouveau, mais ça a beaucoup marqué le public américain, beaucoup moins le public français, mais c'est un truc très très américain, Stand By Me. D'ailleurs, l'adaptation de Stand By Me, pour l'anecdote, Stephen King a dit que c'était son adaptation préférée. Ouais, avec Misery aussi, effectivement. Et les deux sont de Rob Reiner, qui dans les années 80, avec aussi Quand Harry rencontre Sally, était vraiment sur la pente super ascendante. Ouais. On a fait beaucoup de bons films. Ou encore La Ligne verte, encore un film. On sait pas trop, fantastique, pas vraiment, difficile à définir. Ouais. Ça fait partie des autres Stephen King, on le connaît pour l'horreur ou pour la fantasy, enfin l'espèce de, on va dire, western fantasy avec La Tour sombre et Le Pistolero. Très belle adaptation, il y a 1 ou 2 ans, très bon film, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Maximum Overdrive, très bonne adaptation. Voilà, donc je le disais, il s'y dans plusieurs genres, l'horreur évidemment, mais également le fantastique et le huis clos. L'espace clos même, pour reprendre les mots exacts de Michael, il nous parlera après. Je vais vous mettre un petit extrait, à vous de deviner ce que c'est, et après, on verra entre nous quels sont les films adaptés du grand Stephen King qui nous ont marqués. C'est complètement naturel, comme la mort est naturelle. Toute la ville utilise cet endroit depuis des générations. Les gens en ont fait une sorte de rituel. C'est pas des histoires. J'ai vu ce symbole sur les arbres. C'est un avertissement. Les Indiens qui vivaient là les ont gravés avant de fuir. Ils avaient peur de cet endroit. Quelque chose habite cette forêt. Quelque chose qui remonte à très loin. Quelque chose à qui ces terres appartiennent. Quelque chose... Le chat était mort. Qui fait revenir à la vie. Church. Et voilà. De quel film s'agit-il à votre avis, messieurs? Cimetière. Le nouveau Cimetière, voilà, qui va sortir le 10 avril. Sur nos écrans. Est-ce que, je vais commencer par ça. Donc, quels films vous ont marqué et surtout, est-ce que vous avez vu le premier Cimetière, le premier film? Moi, j'ai vu le premier Cimetière au cinéma. Ouh. À l'époque. As-tu eu peur? J'ai pas eu peur. J'ai trouvé le film malaisant. Mais c'était fait peur. C'est ça. Mais j'ai pas eu peur. Il y a une scène de suspense, mais c'est vraiment se jouer comme ça avec les codes justement de l'enfance et de faire renaître un enfant et de le faire devenir un psychopathe. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça vachement malaisant, mais moi j'avais beaucoup aimé la première mouture. Je ne sais pas ce que va donner la deuxième, mais en tout cas la fin elle était fort différente. C'est ce qu'on sait déjà et on le voit un peu dans la bande-annonce. Ça part à mon avis un peu dans tous les sens d'après ce que j'ai vu. C'était un film sans grands effets. C'était un film assez dans l'économie d'effets quand même. Mais comme le roman d'ailleurs. Moi j'avais lu le roman. Et j'avoue qu'après, je dormais 1 heure par nuit pendant une semaine. Vraiment. J'avais 13 ou 14 ans. J'étais ado. Je lisais beaucoup Stephen King. Et ça fait peur. Mais Stephen King, ça fait peur. Il arrive bien, ça. Non, mais en plus, je lisais en français et tout. Donc, c'était bien traduit. C'est vrai que c'était bien traduit. Michael, tes 2-3 films favoris adaptés de Stephen King? Là, de but en blanc. Misery. Oui, on va y revenir. Très bon film. On va y revenir dans la rétro-critique après la pause. Restez bien avec nous. Misery, après récemment ça, parce que j'avais pas vu les 2 téléfilms qui étaient sortis dans les années 90. Ouais. Donc la version de ça 2017 était vraiment très bonne. Surtout la scène d'ouverture, quoi. Très très flippante. Enfin, on s'y attend pas du tout. Rien. Voilà, on ne dira rien, mais vraiment ça envoie du pâté. Et bien sûr, après j'hésite entre The Mist que j'ai vu récemment, qui m'a aussi retourné le cerveau, et La Ligne verte, qui m'a presque ému. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui pleure devant les films, mais celui-là il m'a lâché une petite il est très dur, quand même, il est très dur d'émouvoir notre ami Michael. Il faut le savoir. Il a un cœur de pierre. Non, mais ce film ému beaucoup de gens. Non, mais honnêtement, je trouve que la plupart des adaptations de Stephen King sont de très bonne facture, quoi. Pour moi, il y en a quasiment aucune qui est mauvaise ou
Après, bon, bien sûr, il y a eu des suites, mais bon, les suites, ça compte pas vraiment. C'est que t'as pas dû voir tous les films, alors. C'est pas des films. C'est plus des suites officieuses, quoi. Parce qu'il y a vraiment eu des merdes, Oui, mais la plupart, quand même. Et tu veux dire de moins bons films. De moins bons films. Et surtout alors, ceux qui ont, justement, Christian, tes films. Et surtout ça, je termine juste et surtout, c'est un film qui ont été en plus adoubés par Stephen King, parce que je pense que Stephen King est un excellent romancier. Ouais. Alors sur le cinéma, il n'y connaît pas grand chose. Comme souvent, c'est souvent le cas, d'ailleurs. Et toutes les films qu'il a vraiment adorés, à part les Rob Reiner, qui sont très bons. Ah oui. Mais quand tu vois, justement, je parle de Maximum Overdrive, Les Camions Tueurs, avec une musique d'ACDC, je crois que c'est même lui qui l'a réalisé. Et c'est vraiment horrible. C'est un navet intersidéral. Donc, après, voilà. moi, je parlais plus des œuvres connues, quoi. Ouais. Voilà. Bien sûr. Christian, oui, alors, tes favoris, alors, le dernier ça, tu l'as vu peut-être? Non, je n'ai pas vu le dernier D'accord. ça. J'ai trop peur. Non. Moi, j'ai trop peur. Non, alors moi, effectivement, mon favori, et pourtant, c'est un film qui n'a pas été adoubé justement par Stephen King, c'est Shining. Effectivement. De Stanley Kubrick. Très différent. J'en parlerai tout à l'heure, je vais vous le dire. Il l'a détesté d'ailleurs. Ouais. On en reviendra après. On en reviendra après. Ouais, donc Shining, Misery en deuxième, et c'est vrai qu'en troisième, j'aime beaucoup La Ligne Verte. La Ligne Verte aussi, d'accord. Ouais. Souvent cité. Misery, en fait, Misery et La Ligne Verte, dans mes recherches, c'est vraiment dans les plus souvent cités. Misery par l'auteur Stephen King lui-même. Ouais. Donc, je pense que c'est un des meilleurs. C'est pour ça qu'encore une fois, ce sera la rétrocritique juste après. Alors, Misery, on va quand même déjà en parler parce que c'est un film qui se passe dans un espace clos. En tout cas, on va parler du style, parce que Stephen King, comme je le disais en introduction, a plusieurs styles. Il y a l'horreur pure, il est très connu pour ça, hein, avec Cimetière, avec ça, etc. Puis il y a les films un peu plus d'anticipation. Il écrivait des romans d'anticipation sous le pseudo de Monsieur Bachman ou Bachman, notamment Rage, notamment Running Man avec Schwarzenegger. Ensuite, l'adaptation magnifique de son roman. Non, je rigole. L'adaptation est rigolote mais horrible. Par contre, je vous conseille le roman qui est une plongée en enfer. Et ce sera sûrement notre futur malheureusement, ou Marche ou crève. Et il y a un dernier genre, eh bien c'est le huis clos, l'espace clos. Et alors, Michael est allé dans les confins, si j'ose dire, de l'espace clos. Tout à fait. On le sait, plusieurs grandes œuvres de l'écrivain prennent place dans des lieux clos, dans lesquels il est presque impossible de s'en échapper. Et bien souvent, eh bien, cet isolement des personnages est un terrain propice au surgissement de la folie humaine. La preuve en est avec donc trois exemples d'adaptations ciné qui tiennent en respect les spectateurs du monde entier. Et je vous propose de commencer par le film The Mist, sorti en 2008 et mis en scène par Frank Darabont, réalisateur de La Ligne Verte et Les Évadés. Cette adaptation de la nouvelle La Brume suit le cauchemar d'un groupe d'individus obligés de rester cloîtrés dans un supermarché pour se mettre à l'abri d'une brume qui a enseveli la ville. Bien entendu, plutôt que de coopérer, sinon c'est pas drôle, hein, les survivants vont entrer en conflit et peu à peu sombrer dans la paranoïa et la folie. Et c'est justement ça le point fort du film, plutôt que d'essayer d'élucider le mystère de cette brume dont on ne saura vraiment rien du pourquoi, du comment. Le film s'attarde sur la psychologie des personnages et la façon dont ils vont interagir les uns avec les autres. Et c'est là où ça devient intéressant. The Mist, sous ses allures de thriller surnaturel, pointe du doigt les dérives politiques, religieuses et sociales de toute civilisation et dénonce la fragile cohésion humaine au sein d'un lieu clos, étouffant et symboliquement chargé. Le choix du supermarché n'est pas donc dû au hasard, puisque ça représente en quelque sorte le système capitaliste qui contrôle la pensée des consommateurs. Un lieu aussi banal de notre vie quotidienne devient donc une prison pour les protagonistes, incapables de s'unir face à une apocalypse. Tout ça vient confirmer donc le célèbre adage, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. C'est un triste constat, n'est-ce pas? mais il a bien raison. C'est le constat que fait notre ami Stephen King dans 90% de ses romans. C'est d'ailleurs. Ça. Ouais. Il est pas très joyeux. De toute façon, on voit sa tête avec ses petites lunettes, on se dit, il fait peur le gars en lui-même. Hein. Ah ouais, il s'est marié avec sa femme à 20 ans. Hein. Il l'a rencontré à la même université. Ils ont 2 ou 3 enfants. Et ça a pas bougé. Enfin, ça c'est pas mal. Mais je veux dire, et le Maine c'est assez austère. Il faut le savoir aux États-Unis, les États ont des symboles. Par exemple, New York, c'est le Empire State. À côté, c'est le Garden State. Et le Maine, c'est le Potato State. Ah ouais. Ils ont un truc, c'est la patate. Sinon, ils ont des arbres, des forêts. C'est assez, ça fait peur. C'est sûr. C'est un peu l'équivalent du Larzac en France. Il a une vie un peu bizarre avec des histoires avec les parents, etc. C'est ça. Donc, l'horreur, il l'a vécu un petit peu au quotidien.
Et d'ailleurs, le film suivant, je vous avoue, il est pas très optimiste non plus. C'est pas genre dans la maison de King. C'est ça. Je vais parler de Shining, réalisé par Stanley Kubrick, sorti en 1980. Considéré comme le meilleur film d'horreur de tous les temps par certains, ce long métrage prend place aussi dans un lieu clos, un hôtel, plus précisément le célèbre hôtel Overlook, situé dans les montagnes rocheuses du Colorado. Et pour résumer l'histoire, en gros, la famille Torrance décide de prendre le large et de passer du bon temps dans un hôtel isolé en pleine montagne. Mais au fil du séjour, des phénomènes étranges vont survenir dans l'hôtel et le père Jack va peu à peu sombrer dans la folie. Et pour découvrir donc le reste du film, allez le voir, tout simplement. Oui, allez le voir. Voilà, oui, il faut pas tout dire. Chose intéressante, donc l'intrigue du roman d'origine est en partie autobiographique. Le père de Stephen King était alcoolique lui-même, et on retrouve cet aspect dans le personnage du père de famille, donc Jack. Et d'ailleurs, si vous connaissez bien l'œuvre de Stephen King, la plupart de ses romans présentent des familles dysfonctionnelles, où les parents sont des dangers ambulants pour leurs enfants. C'est le cas de Carrie, au bal du diable, par exemple. Ah oui. Ici, dans le film de Kubrick, la famille Torrance doit faire face à la folie obsessionnelle du père, Jack, menace renforcée par leur isolement dans l'hôtel. Ce sont les seuls clients de l'hôtel, et si personne ne pourra leur venir en aide, si jamais il y a quelque chose qui dérape. D'ailleurs, l'hôtel est souvent considéré comme l'antagoniste principal du film. La trame, en effet, repose sur l'emprise maléfique de l'hôtel, sur la personnalité de Jack, qui se laisse manipuler par les fantômes et la répétition du passé dans le présent. Et la notion du temps, d'ailleurs, finit peu à peu par disparaître, comme pour signifier la lente agonie des personnages pris au piège dans cette gigantesque prison. L'hôtel, dans son architecture, fait d'ailleurs penser à un immense labyrinthe. Tout y est symétrique, carré, et cette impression, on la ressent quand dans le film, Danny déambule dans l'hôtel avec sa bicyclette. Une séquence qui donne toujours des frissons aujourd'hui quand on la revoit, et qui était filmée en Steadicam pour renforcer cette impression. Donc faites l'expérience chez vous à la maison, dans le noir, vous verrez que c'est vraiment assez flippant. Est-ce que c'est pas même une des premières Steadicam de l'histoire du cinéma? Si, c'est ça. Elle a été faite pour ce film qui a inauguré le Steadicam. C'est une des premières avec un autre film d'horreur qui est Evil Dead de Sam Raimi. Et terminons rapidement avec Misery, dont Stephen King dira que c'est son adaptation cinéma préférée. Non, c'est Stand By Me, pardon. Bien que Misery, ouais, je comprends. Parce que Shining, il a pas trop kiffé la Misty Lane. Bien que Misery figure aussi parmi ses adaptations préférées, sorti en 90 et mise en scène par Rob Reiner, le film est également un huis clos. Le film raconte comment un auteur de roman à succès, après un accident de voiture, va se retrouver souffre du leurre d'une infirmière fanatique. Je souligne au passage que c'est un film excellent, regardez-le si vous ne l'avez toujours pas vu. Et comme dans les précédents cas, l'intrigue se déroule dans un lieu banal, une maison. Au début du film, l'infirmière campée par Katie Bates, Annie Wilkes, a l'air sympa et prend soin de l'écrivain joué par James Caan, mais très rapidement l'infirmière va dévoiler sa vraie nature et torturer le pauvre romancier. Dans son long métrage, ce n'est pas vraiment l'isolement qui provoque la folie, non, en fait le personnage l'est depuis bien longtemps, puisque c'est une tueuse en série. Mais ce que j'ai relevé d'intéressant, Jao, c'est le parallèle qu'on peut faire avec une chambre d'hôpital. James Caan est le patient qui est un peu prisonnier par cette infirmière. Il ne peut pas se débattre, ne peut pas sortir de ce faux pas. Il est coincé dans son lit, et justement ce sentiment d'impuissance va l'obliger à redoubler d'ingéniosité pour s'échapper, puisqu'il ne peut compter que sur lui-même et sur ses propres forces. Le film met donc en exergue l'archétype du grand méchant loup qui se fait passer pour la gentille grand-mère, mais qui au final va vous dévorer tout cru. Donc l'isolement ici fait plus figure de repère pour les tueurs en série, ce qui est devenu une constante d'ailleurs dans ces genres de films. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. C'est tout. Voilà, on a eu droit encore tellement de choses à dire en plus. Plein de références. Bien sûr. Encore une grande chronique de notre ami Michael. Tout à fait. Et alors, un jour j'y arriverai aussi. Oui. Je vais te donner la chance de relever le gant. C'est pas aujourd'hui. Tout de suite. Si, tout de suite. Il nous a parlé d'un film. Oui. Je voudrais un petit peu savoir ce que tu as à dire sur ce film. Shining, j'imagine. Quelque chose de mal ici. Vous avez peur de la chambre 237? Pas du tout. Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237? Elle appelait ça le Shining.
Alors Christian, qu'y a-t-il dans la chambre Bon, 237? Ça c'est la bande annonce alors de Shining, mais quand il était ressorti, remasterisé et tout ça. Ouais, mais parce qu'elle fait plus peur que l'ancienne. Elle fait plus peur que l'ancienne. Mais l'ancienne est plus mystérieuse. Ouais, d'accord. Bon alors, elle appelle ça le Shining. Qu'est-ce que je peux encore dire après Michael, parce que bon, je vois les mots qui se déroulent devant mes yeux. Et c'est ce que notre ami Michael. Il va paraphraser. Je vais paraphraser. Alors Shining, ça parle de l'alcoolisme. Non, mais c'est vrai que Shining, l'enfant lumière. Alors déjà, je reviens tout de suite sur effectivement la réaction de Stephen King sur la réalisation de Stanley Kubrick. Ouais. Il faut savoir que je vais nuancer un peu. Stephen King a été extrêmement mécontent en tant que romancier par rapport au film, mais il a dit ensuite que c'était un excellent film de cinéma. Mais par contre, il a demandé à enlever le film son nom du générique du film, parce qu'il trouve que justement que la vision du film n'aborde pas les thèmes qui lui étaient chers, c'est-à-dire, comme tu le disais, Michael, l'alcoolisme et comment un bon père peut se transformer en monstre par l'abus d'alcool, quoi. Donc voilà. Et évidemment la fin qui est complètement différente. Je vais pas la spoiler, je raconte pas juste parce que c'est dommage de spoiler la fin du film. Dommage, mais c'est vrai que le livre, on va dire que le livre termine le livre termine dans le chaud alors que le film termine plutôt dans le froid. C'est-à-dire dans le feu et dans la glace. Exact. Voilà, je n'en dirai très belle réflexion parce que c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et je crois que Stanley Kubrick était vraiment très attaché à ce que, parce qu'en fait, Stephen King a visité un hôtel, le Stanley Hotel à East Park. Le Stanley Hotel? Ouais. Comme Stanley Kubrick? C'est génial. Ah ouais, le hasard de la vie. C'était le destin. Je vais même pas, dans le Colorado. Dans le Colorado. Et c'est vraiment, cet hôtel-là qu'il aurait voulu dans le film, en fait. Ah ouais, mais entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Mais oui, mais ça, c'est des écrivains. Tu sais, ils sont toujours un peu, tatillons sur les adaptations. Donc, je vais voilà. juste rebondir tout de suite parce que t'as dit un truc avant très juste, c'est que souvent, ils sont pas super bons en termes de cinéphilie. Et je pense qu'il y a une chose qu'ils ne comprennent pas pour connaître, enfin pas des écrivains très connus, mais dans la vraie vie, et des gens qui font du cinéma, leur gros problème entre les deux, c'est qu'écrire un livre, ça peut être très dur, ça peut être une souffrance, hein, donc je sais qu'il faut avoir du talent, etc. Mais on est dans l'imagination. Sauf qu'au cinéma, on est tout de suite dans le concret, dans la production. Ça coûte 10 000 euros. Ça coûte 100 000. C'est ça. Et eux, ils se disent, ah bah, je veux cet hôtel. Ah bah oui, mais le gérant veut pas. Comment on fait? Ah bah, vous la proposez plus. Non, ça se marche pas comme ça. Donc voilà. Donc en tout cas, alors parce que c'est un hôtel en fait qui avait une architecture coloniale, donc rien à voir avec l'architecture un peu monumentale. Oui, en plus ça symboliquement ça veut dire encore autre chose. Voilà. Tout à fait, ouais. Mais cet hôtel justement, qui a été inauguré en 1909, a la réputation d'être un lieu de phénomènes étranges rapportés par de nombreux employés et clients de l'hôtel au fil des années. Donc tu vois, donc c'était. Il voulait la totale, l'ami King. Il voulait, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, mais là c'est compliqué. Ouais. Alors Shining, on a dit, est un film donc de Stanley Kubrick. Qui ne le savait pas. C'est pas vrai. Qui ne le savait pas ici. Quelle grande nouvelle avec Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd dans Le Petit Garçon. Shelley Duvall. Tout à fait. Ouais, alors justement, la pauvre Shelley Duvall, il faut savoir que là, elle a mangé pendant le tournage. C'est peut-être pour ça qu'elle était très hystérique d'ailleurs. Mais c'est même pour ça, Stanley Kubrick a pris le parti de la traumatiser pendant le tournage et de la mettre très mal à l'aise. D'ailleurs, elle en a un souvenir horrible. Ouais. On le voit dans les making-of. J'ai vu un petit making-of en venir. Ils sont pas sympas avec elle. Les images tournent sur YouTube. Et Jack Nicholson, pareil, il était dans la possession. Là, on le voit, il voulait rentrer dans son personnage. Et donc, la pauvre, elle s'est sentie un petit peu tout seule pendant le tournage. Mais elle l'était. Et elle l'était. Personne ne l'aimait. Alors qu'elle est très bonne chez les Duval. On peut la voir aussi dans un autre film, dans Popeye. Tout à fait. Elle joue Olive et de manière fort convaincante. Altman. Tout à fait. Voilà, c'est le 11e long métrage. C'est vraiment une bonne actrice. Mais elle a été tellement traumatisée qu'après ça a été compliqué pour elle. Le choix de l'actrice pour moi est vraiment un très bon choix d'actrice parce que alors il aurait pu prendre, tu vois, une bombasse ou une très belle c'était pas le genre de la maison. Très belle actrice américaine. Kubrick, c'était vraiment pas le genre de la maison. Je trouve vraiment qu'elle a vraiment cet aspect fragile d'oiseau mouillé, ce côté complètement perdu, et elle le joue tellement bien. On ressent vraiment, on est avec elle, quoi. On ressent vraiment sa panique au moment où elle lit les phrases, tu sais, à un moment dans le film. Lorsque le personnage, son mari Jack Nicholson bascule complètement dans la folie, à un moment elle retrouve des feuilles et écrit toujours exactement la même phrase. La même phrase, je vous l'ai dit pas en anglais, je vous l'ai dit en français, c'est trop de travail et pas de plaisir font de Jack un enfant terne.
Ouais. Je crois que dans le film, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors ça c'est incroyable. Alors donc traduit en français par c'est ça. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc mais de toute façon, ce film est intraduisible. C'est comme la fameuse chose qui est marquée sur les murs, je ne sais où, le fameux Red Rum. Ouais. Bah, ça marche pas en français. Ça marche pas, bah non. Parce que c'est un anagramme évidemment de meurtre. Red Rum. Et Red Rum, du coup, ça veut dire rhum rouge ou on sait pas trop. Ouais, pour un anglophone, c'est à la fois mystérieux, à la fois ça veut dire quelque chose. Ça amène du fantastique et de la confusion cet anagramme. Ouais. Et donc voilà, et ça enlève un peu vraiment de sens et de fond au film, quoi. C'est comme, je trouve que le film est très bien fait puisque pendant toute la première partie, on imagine que c'est donc Jack qui sombre dans la folie. Et on ne sait pas si c'est lui qui sombre dans la folie ou si vraiment l'hôtel est vraiment maléfique. Ça, c'est vraiment un mystère. Ouais. Et j'ai vraiment regardé le film à peu près 50 fois, hein, et je l'ai vraiment analysé. Et on n'a aucune preuve jusqu'à un certain moment que c'est l'hôtel vraiment qui est hanté. Justement, le film pose plus de questions qui les répond en fait. Et justement, c'était ce que voulait Kubrick, quoi. Par contre, à un moment, on a une réponse. Parce que lorsque justement Jack se fait enfermer dans la chambre froide, tout à fait, par Shelley Duvall, par le personnage qu'elle joue, par sa femme, tout à fait. C'est effectivement le maître d'hôtel de l'hôtel justement qui lui ouvre la porte. Donc à ce moment-là, on a la preuve qu'il y a des forces surnaturelles dans le film, mais c'est le seul moment où parce qu'il est vraiment enfermé, hein. Elle a fermé à clé, il est dans la chambre froide, il ne peut pas ouvrir, il y a rien. Non, ça c'est du pur Kubrick, il te donne un ou deux indices. C'est ça. Et juste, c'est le seul moment dans le film où on peut se dire, tiens là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas, qui est de l'ordre du surnaturel. C'est le seul moment. Sinon le reste, tout peut être hallucination. Bon, effectivement, à la fin, elle aussi voit ensuite des visions à un moment aussi furtif du film, lorsqu'elle est poursuivie et qu'elle doit sortir de l'hôtel avec son fils. Elle tombe nez à nez avec deux personnages. Je m'excuse pour les auditeurs, mais dans une position un peu, un déguisé avec un costume d'ours ou de chien, et l'autre qui lui fait, je pense, une fellation. Mais donc voilà. Donc alors il y a cette image furtive pendant 3 secondes, elle est là, et puis elle voit ça, elle est tétanisée évidemment, donc tout le monde, les deux se retournent et la regardent fixement. Et donc ça, pour moi, quand j'ai vu le film la première fois, pour moi c'est une des scènes qui m'a, en fait, c'est bizarre parce qu'il se passe plein de choses dans ce film, qui m'a pareil mis le plus mal à l'aise et qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait peur. C'est deux personnes qui normalement sont, enfin je sais pas, sont en train de prendre du plaisir, enfin je sais pas, bon bref. Et là qu'ils la regardent, et puis un déguisé en chien, enfin ou en ours, enfin j'ai trouvé ça complètement, et moi ça m'avait fasciné à l'époque. Je me dis pourquoi que se passe-t-il? Et bon, voilà, c'est aussi la force du film, comme tu disais, Michael, de ne pas donner de réponse. Voilà. Alors le roman, je sais qu'il n'y a pas de réponse non plus tout à fait, mais donc, mais là vraiment, c'est comme dans 2001. Là, c'est du Kubrick, hein, c'est pareil, du même réalisateur. On a souvent pas de réponse dans ces films, et ça, c'est ce qui est fascinant. Et je trouve qu'aussi que la mise en scène du film, je terminerai par ça, est assez bien faite, parce que longtemps on se demande pourquoi le petit garçon a ce rapport particulier avec le personnage du film. J'ai oublié son nom. L'afro-américain. Ah oui, c'est pas le majordome, un truc. Le majordome, ouais, c'est ça, le concierge de l'hôtel, quoi, qui lui raconte tout ça. Monsieur, il est dans la bande-annonce. Voilà. J'ai oublié son nom. Voilà, c'est ça, j'ai oublié son nom aussi. Et donc, voilà, et puis on sent que tous les deux maintenant ont un pouvoir, extrasensoriel, quoi. C'est ça. C'est l'enfant lumière. Voilà, c'est ça. On sait d'ailleurs pas très bien pourquoi, hein, c'est tout ça. Ouais, on sait pas. Pareil, voilà. Mais ça, c'est parce que c'est aussi alors, par adapté. contre, ce qui est rigolo, c'est que, alors, c'est marrant parce qu'à un moment, le gars va avoir cette vision, il est dans son lit chez lui à des kilomètres et des kilomètres de l'hôtel, et d'un coup il est fixe pareil avec une espèce de son strident, et il est complètement tétanisé dans son lit, donc il sent qu'il va se passer quelque chose. On voit pendant tout le film, il fait un voyage, il est dans l'avion, il est dans le train, je sais pas, il est dans une bagnole, enfin il dit mais ça dure des plombes. Il arrive et en une seconde, bam, il se prend une hache dans le corps. Et il dit mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Et en fait c'est tout ça pour qu'il ramène le moto-occulteur, le truc, pour que ensuite les personnages peuvent s'enfuir. Je veux dire que c'est juste quelque chose pour faire avancer l'histoire. C'est vraiment. Non mais c'est vraiment. Je suis un peu déçu. C'est vraiment non mais c'est vraiment une astuce qui est intéressante, parce que tu penses à plein de sens. Tu dis ça y est, il va se passer quelque chose. C'est aussi pour dérouter les spectateurs. C'est pour dérouter. On est persuadé que ça va être lui qui va sauver la famille. Et en fait non. D'accord. Et ben donc ça c'est un bon film. Enfin en tout cas pour certains. Moi il m'avait pas. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. Je suis pas aussi marqué que tu l'ais. Mais globalement tout le monde
va dire que c'est un bon film, c'est du Kubrick, mais mauvaise adaptation selon l'auteur lui-même. Selon l'auteur, ça, mauvaise adaptation. Par contre, l'auteur a adoubé une adaptation, un téléfilm en plusieurs parties qui a été tourné au Stanley Hotel et tout ça. Ouais. Et je vous dis, pareil, c'est horrible, c'est pas mais bon oui, du mais tout. parce que c'est l'ego des auteurs, tu le sais bien. Donc là, on a fait bon film, mauvaise adaptation. Après la pause, on va faire bonne adaptation, bon film, avec notamment Michael. On va revenir sur Misery. Mais tout de suite un peu de musique, bien sûr, avec Pet Sematary, qui est le cover de l'ancien Pet Sematary qu'on passera en fin d'émission. Donc cette fois-ci, c'est du nouveau film, donc Pet Sematary, Cimetière, qui sort 10 avril, par les Starcrawler. On y va. C'était donc les Starcrawler avec Pet Sematary du nouveau film à sortir ce mercredi, Cimetière. Donc les bonnes adaptations et les bons films, des bonnes adaptations de Stephen King, c'est tout de suite avec eh bien le film Misery, n'est-ce pas mon cher Michael? Oui, on en a parlé donc dans ma chronique et Misery, enfin moi je l'avais vu il y a 2-3 ans, un truc comme ça, mais c'est vraiment un film qui m'a marqué, quoi. Un huis clos absolument efficace, avec de la tension de bout en bout et même un petit peu d'humour aussi à certains moments. Et
Et c'est vraiment pour moi une des meilleures adaptations et peut-être un des meilleurs huis clos que j'ai vu. Donc c'est vrai qu'il est très bon. Ouais. Alors tu en as parlé tout à l'heure dans ton sujet, mais je vais quand même vite fait résumer le film, vite F comme disaient les jeunes. C'est l'histoire de Paul Sheldon, qui est un romancier à succès, qui écrit sur la période victorienne, sur une jeune femme, qui arrive plein de péripéties. C'est un peu comme Sarah pour le dessin animé, ou la princesse de Clèves, etc., etc. Candy pour les plus vieux. Candy, tout à fait, ce genre de choses. Non, mais c'est vrai, dans tous les pays, il y en a. Donc, et le personnage principal s'appelle donc Misery, donc la misère. Donc voilà, parce que il lui arrive plein de misère. C'est très bateau. C'est du roman rose à l'eau de rose, un peu pas roman rose, pardon, à l'eau de rose, qui est tout à fait différent. Veuillez m'excuser. Et donc il en a publié plein, mais lui, il en a marre. Alors c'est une précision importante parce que ce film et ce roman, c'est évidemment la mise en scène de l'agonie de l'écrivain lui-même, donc Stephen King, qui peut-être en avait marre et il a écrit ce bouquin. En fait, il a repris ce livre quand il l'a sorti. Il avait déjà commencé avant. Donc, il a été connu pour l'horreur par Carrie, et là, on sent qu'avec cette histoire, il voulait dire, moi, je peux aussi faire autre chose. Parce qu'il est pris là-dedans. Et donc, Paul Sheldon, c'est ça, il est pris dans cette histoire d'écrire Misery, les aventures de Misery, il en a marre. Et il va donc dans le Colorado se ressourcer, mais il est pris dans la neige, sa voiture tombe, se retourne, et donc Kathy Bates, qui a eu l'Oscar pour ce film d'ailleurs. Et révélation d'ailleurs. Ouais. Et puis après, elle a fait d'autres bonnes choses, mais comme beaucoup de grandes actrices, les vraies grandes, parfois on les oublie. Et puis donc elle le soigne. Au début elle est gentille, puis après ça part en tous les sens. Ça je ne révèle pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais ça vaut la peine. Et donc c'est vraiment une réflexion sur l'auteur. Oui, et aussi sur le rapport entre l'artiste et ses fans, quoi. C'est ça, oui. Vas-y, emboîte-moi le pas, c'est ça où je voulais en arriver. L'artiste et ses fans, parce que elle idole carrément le gars, la série, les personnages. Et du coup, en fait, pour préciser l'intrigue, elle lui demande de réécrire en fait la fin du feuilleton. Oui, ça. Parce et à chaque fois, en fait, il en a marre, il veut tuer le personnage. C'est ça. On peut le révéler, je pense. C'est que il veut lui terminer il veut terminer cette série de romans en tuant effectivement le personnage de Misery. Exactement. Et elle ne supporte pas du tout cette idée et allez voir pour la suite. Ah oui, on peut comme on se doute de ce qui va se passer. Et c'est vrai que cette réflexion elle est intéressante sur les fans. Les fans, c'est vrai que ce sont toujours des gens qui se projettent dans leurs idoles et qui ont justement un petit déficit quelque part et qui sont un peu détraqués. Pas détraqué. Mais ça va loin. Non, le film est symbolique. Pas détraqué. Enfin, elle est détraquée de base, en fait. Oui, mais ça, c'est le film. Mais je pense qu'on va plus loin pour montrer la pathologie. Mais je pense que c'est vrai que c'est névrose quand même. Ouais, qui existe chez beaucoup de personnes, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire, c'est comme ces gens qui vivaient pour Johnny Hallyday et qui, chez eux, c'est que des costumes de Johnny Hallyday qui se sont fait eux-mêmes, qui sont achetés aux enchères, Bien sûr. Bon, il y en a pas qu'un ou deux, hein. Non, il y en a plein. Et puis, pour n'importe quel artiste. Pour n'importe quel artiste. Même des artistes pas si connus. C'est ça qui est vachement étonnant. Tout à fait. Tout à fait, n'est-ce pas, Christian Hollet? Pour ceux qui ne le savent pas, il fait partie du Whipper Circus et ils ont eu leur heure de gloire. Ils tournent toujours pas mal. Ouais, mais on a des fans, oui, on en a eu et c'est vrai que c'était souvent des personnes qui avaient, je veux pas être, pas des troubles, mais en tout cas qui se projetaient beaucoup dans le groupe. C'est-à-dire qu'ils suivaient partout, qui avaient une vie, qui avaient des posters chez eux, je vais pas raconter ma vie privée, mais j'étais une fois chez une fan. Et je m'étais assis sur un tabouret et pendant des jours et des jours, plus personne ne pouvait s'asseoir sur ce tabouret, par exemple. Ah oui, voilà. Très bien. Eh ben nous la saluons. En tout cas, non mais c'est une bonne histoire parce que ça démontre ce que veut dire Stephen King dans Misery. C'est-à-dire que parfois ça va trop loin parce que là, bon, elle t'a pas enfermé dans une chambre et cassé les jambes comme dans le film. Casser les jambes? Non, casser les jambes. Non. Mais le livre ou le film, alors le film très bonne adaptation, très fidèle. Et très sans trop d'effets justement, très économe aussi dans les effets. Et donc lorsqu'arrivent les effets justement qui doivent qui doivent nous marquer, alors là on est vraiment c'est l'enfer. C'est de l'hyperréalisme. C'est l'enfer. Il y a 2-3 scènes, c'est l'enfer. Même juste quand elle crie, c'est infernal. Pour une fois, c'était l'époque où on méritait encore son Oscar.
Oups. Et à un moment, il y a la fameuse scène où elle parle du fait qu'elle voyait des films jeunes et que quand on repassait les films, c'était plus la même histoire, mais tout le monde se faisait avoir sauf elle. Et elle rentre dans une rage folle juste parce que le dessin animé avait changé ou un truc comme ça. Et cette scène, elle m'a marqué. Je me souviens plus exactement de quoi elle parle, mais elle parle d'aller au cinéma petite. Et elle pète un plomb là-dessus. C'est un truc anodin d'enfance. Mais la grande qualité du film, c'est l'interprétation des deux acteurs, quoi. Surtout Katie Bates, purée. Ouais. Mais elle a eu un Oscar. James Caan a toujours été immense. Oui, c'est ce que elle a eu un Oscar, ouais. On l'a dit. C'était amplement mérité, quoi. Parce amplement. Flipper. Ah ouais, et puis ils l'ont bien maquillée. Elle a le cheveu gras. Enfin, elle est horrible. Elle est un peu rondouillette, d'accord, mais ils l'ont mis avec des vieux pulls, avec un peu un pull comme la serpillière de comment il s'appelle le film, le Père Noël est une ordure. The Père Noël en order. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et James Caan a toujours été un acteur immense. Oui, toujours été bon. Toujours été dans l'économie aussi, toujours James Caan. Tout à fait. Et alors un truc que j'ai beaucoup aimé, et là mon ami Christian, ça va le faire sourire, c'est que j'ai revu vite fait le film pour cette émission. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a quasiment pas de scène d'exposition. Et ça, c'est formidable. Parce que, alors, je dis pas qu'il n'en faut jamais, encore une fois. Mais le film commence au bout de 5 minutes, donc je peux le raconter, parce que c'est vraiment montre en main 5 minutes. Donc, il discute avec son éditrice, sa publisher, qui lui dit, oh, tu devrais faire ci. Il dit, j'en ai marre du Misery, je voudrais arrêter, je vais me ressourcer dans le Colorado. Et elle lui dit, fais attention quand même. Il dit, oui, j'espère que ce sera pas ma pierre tombale. Je sais plus pourquoi il dit ça. Ça coupe. Le plan d'après, on voit sa voiture retourner dans la neige. On sait pas comment, pourquoi. Il se fait recueillir en 5 minutes. Après 10 minutes, le film a commencé. On est chez elle. Ouais. On se dit, attends, c'est pas très long, ce film. Oui, mais tant mieux. Ça, c'est les films que j'aime. Un film, c'est elliptique. Donc, on va à l'essentiel. On peut faire un film de 3 heures qui va à l'essentiel avec des plans rallongés, mais il faut que les plans rallongés aient une signification. Rob Reiner, là où il m'a fait plaisir, et d'ailleurs les autres films aussi, Harry rencontre Sally aussi, tout de suite ils se croisent. Après c'est comment ça s'enchevêtre. Donc Rob Reiner il y va quoi, il y va tout de suite. Et ensuite l'exposition entre guillemets, elle dure tout le film puisqu'on se dit mais qui est-elle ? Lui finalement on nous a dit c'est Paul Sheldon, romance à succès, mais on n'en sait pas plus. On n'a pas trop compris ce qu'il écrit. Mais c'est la force de Rob Reiner, c'est un réalisateur qui justement se met toujours au service des films. C'est peut-être pour ça qu'après il a un peu disparu parce qu'il n'y a pas vraiment de patte personnelle. C'est un bon faiseur aussi. Mais même un peu plus parce que Misery c'est pas juste une commande, c'est vraiment un film qui est intelligent et on peut le voir aussi dans La Ligne Verte qui a tout à fait un autre style. Enfin, tout à fait. Il y a pas voilà. Et comme tu disais, quand Harry rencontre Sally, il fait des comédies romantiques. La scène finale de Misery avec les plans en contre-plongée assez Hitchcockien, dirons-nous, ou assez De Palmien, puisque De Palma a adapté Carrie. Donc la contre-plongée de De Palma, c'est peut-être le plus grand réalisateur de la contre-plongée de l'histoire, même s'il a fait beaucoup de croûtes des fois à côté. Et ben là, Rob Reiner, il lui a piqué l'idée, mais c'est magnifique. La scène à la fin, il rampe, elle rampe. Bon, on se dit, on n'en peut plus, on veut que ça se termine, on veut que ça se termine. Cet enfer. C'est-à-dire, on se sent à la place de James Caan. Et la force de Kathy Bates, et je pense de Rob Reiner aussi, qui l'a dirigé, sans doute, c'est que c'est fou parce qu'on arrive vraiment chacun, enfin je sais pas vous, mais vraiment à la détester, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que même avant qu'elle devienne vraiment psychopathe et qu'elle ça tourne, mais déjà dès le début on la trouve, elle est agaçante. Dès le début, on a envie de lui mettre des baffes. C'est ça qui est fort. C'est incroyable. C'est qu'au début elle est agaçante. C'est incroyable. Après on se dit bon là vraiment ça suffit. Et puis après on commence à avoir peur d'elle. Donc on passe par des sentiments désagréables. Un peu, tu parlais de Shining avant. On passe par des sentiments désagréables dès la 10e minute du film. On n'a pas envie d'être là finalement. On se dit, est-ce que je sors de la salle et c'est là où elle est formidable. Ça me fait penser aussi au personnage dans The Mist, là, la catholique là, la fanatique un peu là aussi. Enfin, c'est un peu détestable. Mais détestable au plus haut point quoi. Aussi, c'est pareil. T'as envie qu'elle meure et quand elle crève, c'est bon. T'es soulagé. Youpi. Ah pardon. Oh là là. Tu veux dire quand le personnage disparaît, il y a un soulagement de la part du public. Pardon. Bien. Non mais il y a des enfants qui nous écoutent peut-être. Des enfants je ne pense pas. Non mais c'est un personnage. À 11h, ils ont vu les dessins animés. C'est pareil. Cette spéciale nous fait penser à la maman de Carrie en fait. Cette nana dans The Mist. Oui, mais de toute façon, c'est très caricatural. C'est vrai que c'est très caricatural. Oui, alors ce qui était très fort, justement, parce que il peut l'être même dans les romans, même s'il a le temps de développer Stephen King. Et par rapport au film de Misery, pour finir là-dessus, ce qui était très fort, c'est les scénaristes, l'adaptation et Kathy Bates elle-même ont été assez subtils finalement. Alors qu'un film c'est plus court qu'un roman dans le temps, je veux dire. Et ça c'était hallucinant parce que comme a très bien dit Christian, elle est agaçante, on en a marre, qu'elle nous fait peur et on se dit.
Et puis on a envie de la tuer. On se dit, c'est un film qui nous donne envie de tuer, c'est quand même très très louche. Ça fait bizarre. Voilà donc pour Misery. Donc c'est peut-être le meilleur exemple des adaptations de Stephen King réussi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Eh bien, il y en a beaucoup un peu navés. Écoute, Christian, j'ai assez envie de te dire, tiens, 1 minute pour nous citer un ou deux navets. T'en as parlé avant. Maximum Overdrive. Maximum Overdrive, réalisé par Stephen King, me semble-t-il. Et parce qu'il s'est mis un jour au cinéma. Et c'est un film avec une BO de AC/DC qui a composé un album exprès pour Maximum Overdrive. Je crois que c'est sorti en 84-85. Ça devait être un grand succès. Et je me souviens qu'à l'époque, je lisais les magazines Mad Movies et Écran Fantastique et tout ça, et c'était vraiment, il y a eu des grands reviews sur ce film. Attention, Stephen King réalise son propre film, ça va être génial, et c'est une bouse monumentale qui avec une musique assez tout le long, c'est mauvais, c'est mal joué, les effets spéciaux sont nuls, voilà. Donc ça je vous le déconseille fortement. Et on parlait avant, juste pour terminer, mais ça, c'est pas du cinéma, c'est un téléfilm, donc bon. Lequel? Le Shining, mini-série Shining, à ne pas voir. Alors que le téléfilm, pour finir sur les téléfilms, pour faire une petite embardée, eh bien, il y a le Ça qui était pas mal, qui est devenu culte, mais c'est surtout les gros fans. Mais qui a bien vieilli. Qui a un peu vieilli, mais qui est pas mal dans sa construction. Quand je vois les bandes annonces de ça, le nouveau, je me dis, celui-là, enfin, voilà, c'était bien de le refaire un peu, quand même, de le. Ah oui. Par contre, je ne sais pas ce que vaut les fameux débats de ton remaker, les remakes et refaire les films. Le Carrie, il a été refait aussi, donc je sais pas ce qui vaut le nouveau. Alors, je l'ai vu, c'est pas génial, mais il y a notamment dans les scènes finales, il y a des, comment on appelle ça? Des stop motion que moi j'ai trouvé personnellement hallucinant, notamment elle explose une vitre, on voit les morceaux de vitre qui pénètrent la chair des autres. C'est assez impressionnant au cinéma. J'étais avec des gens qui sont cachés les yeux quand même. D'accord. Et tout le monde ils ont gardé quand même la même symbolique que dans l'original, avec la maman le sang qui tombe dessus, l'adolescente et menstruation. De toute façon, la symbolique tu peux pas trop la louper. C'est la truelle. Mais elle est toujours aussi belle, aussi forte. Moi je trouve le film pas terrible, mais il s'est fait un peu descendre. Pour rien. Il est moyen, mais il y a 2-3 scènes, les effets spéciaux, par contre, ça vaut le coup de le refaire, parce que cette scène où elle explose le verre, les gens passent à travers des vitres, et on le voit au ralenti, comme ça tourne autour des gens, à la Matrix, mais là, ça a du sens, parce que elle a des pouvoirs tellement puissants, du coup, ça fait très peur. On se dit, oulala, elle va tous les déboîter. Donc, on a plus ce sentiment que dans celui de Palma, qui est bien sûr meilleur en termes artistiques global. C'est la Dark Phoenix, quoi. C'est exactement, qui sort bientôt, mais on en reparlera plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les choses à voir, les événements cinématographiques dans notre belle ville de Strasbourg? Et il y a tout d'abord l'Odyssée. Donc, le mercredi 10 avril, donc date de sortie des films, il y a Les Figures de l'ombre. Donc ce fameux film sur ces scientifiques américaines qui ont travaillé à la NASA à une époque où c'était difficile en étant une femme. Puis le lendemain, le jeudi 11, dans la série des Trésors du cinéma italien à 20h15, donc le premier c'était 20h, celui-là c'est 20h15, La Strada de Federico Fellini, avec ensuite un débat. Au Cinéma Star, la rétro Burton continue. Donc là, je vous invite à consulter le programme sur leur site ou directement au Cinéma Star, l'un ou l'autre. Il y a beaucoup de choses encore. Ça va continuer jusqu'au 23, si je me souviens bien. Sur Tim Burton, je vous conseille une vidéo sur YouTube de In the Panda que je regarde de temps en temps. Où il demande si Tim Burton est mort ou pas. Ouais, mais ma question c'est est-ce que In the Panda est mort ou pas? Ma réponse est oui. Et non, il n'a jamais vécu. Il n'a jamais vécu. Ah là, c'est superbe. Donc pour une Christian la conseille, moi je déconseille tout de In the Panda. Alors ensuite, l'avant-première du Randall aussi. Du Randall là, alors là on va tous les faire aller. J'en parle même pas. Non, là on va faire les avant-premières. Alors avant-première El Reino, jeudi 11 avril 2019 à 19h45 au Star Syntex. Attention, vous vous trompez pas. El Reino en partenariat avec Télérama. Donc c'est un film de Rodrigo Sorogoyen, dur à dire. Le fameux. Le matin. Donc Manuel López Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal. Voilà, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je passe. En tout cas, voilà, il y a une autre avant-première. À l'UGC Culte, c'est pour faire plaisir à Christian, le jeudi 11 avril aussi, donc faut faire des choix comme d'habitude. À 20h, il y aura Interstellar. Ah ben j'ai fait mon choix. Tu vas voir Interstellar. Non, tu m'étonnes. Oui. Alors ensuite, il y a la suite en avant-première, la suite des Petits Mouchoirs de monsieur Guillaume Canet. Attendez.
Attendez, c'est pas le j'y vais pas. Je demande pas de réaction. Oui, non, d'accord. Ok, je coupe les micros, c'est parti. Voilà, j'ai coupé les micros. On est tranquille, vous et moi, chères auditrices, chers auditeurs. Ouais. Alors, nous finirons ensemble mardi 9 avril 2019 à 20h. Une séance suivie d'une rencontre avec le réalisateur Guillaume Canet et le comédien José Garcia et Clémentine Baer. Voilà. Donc ce sera à 20h le mardi 9 avril à l'UGC. Je vous remets les petits micros, puisque maintenant, c'est la séquence du... J'y vais. J'y vais pas. J'y vais. J'y vais pas. Alors, les sorties de Il est ce... de mieux en mieux, ce jingle. Les sorties de ce 10 avril 2019. Qu'est-ce qu'on va voir au cinéma? Qu'est-ce qu'on ne va pas voir au cinéma? Sans plus tarder, le film qui a fait que on a parlé de Stephen King aujourd'hui sur l'inspiration de Michael, je tiens à le signaler. Eh bien, Cimetière Pet Cemetery, le remake. J'y vais. Ya. Bah oui. J'y vais. Bah oui, on Bien y sûr. va. Bah On oui. y va Attendez, tous. messieurs, pourquoi vous y allez? Ah bah non, on doit dire pourquoi. Ah bah, ça Ah, m'intéresse c'est un parce long j'y vais pas. Alors, parce bon, que moi j'y vais pas. Ah ouais? Clairement non. Bah, non. Ah non, moi j'y vais Jamais parce de la que j'ai vu le premier et j'aimerais bien savoir comment ils ont snuffé le deuxième. Snuffer, c'est un verbe que je viens d'inventer. Comment ils ont réalisé le deuxième. Entendu, Michael. Bah moi déjà j'avais pas vu le premier et puis j'ai bien aimé les adaptations récentes, notamment ça. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Voilà. Pas. Donc, Par curiosité. J'ai pas lu la synopsis, mais en gros, il y a un cimetière indien. oui. Quand on met des êtres morts dedans, ils revivent. Ils revivent, voilà. En gros, c'est ça. Il faut Et pas le reste, faire. Le reste, faut pas Ils trop le revivent dire. mais ne sont plus les mêmes. Ah non, déjà ça, fallait pas le dire. Ah merde. Parce que normalement, on le sait qu'à la moitié du roman, même après, et dans Ouais, le mais film. on le voit dans la bande annonce tout de suite, hein, donc. Ah ouais, mais il faut pas regarder les bandes Mais les annonces. bandes annonces, voilà, on en dit toujours trop souvent dans les bandes Et annonces. en ce voilà. moment, en plus, maintenant sur les plateformes type YouTube, pour te retenir, ils mettent une mini bande annonce. Avant la bande annonce. Avant la bande annonce, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. La bande annonce, Mais Ouais. c'est vrai que Ouais. c'est- Non, mais c'est vrai. c'est nul. Pour moi, c'est vrai. insupportable. Attendez, entre Durandal et ces mini bandes annonces, qu'est-ce que je déteste le plus? Durandal. Allez, on y va. Non, les mini bandes annonces, je suis pas comme ça. Il est quand même mignon avec sa petite barbe et ses lunettes. Grossi. Alors, ensuite, Les oiseaux de passage, un film de Ciro Guerra et Cristina Gallego. Donc, dans les années 70, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Voilà, donc c'est un film sur la naissance des cartels de drogue. Ouais. Qui y va? Je me tâte. Est-ce qu'on peut dire qu'on y va, mais doucement? Ouais, moi, j'y vais. Alors, sinon, tu peux faire comme moi. Moi, je dis des fois, tu sais, j'y vais, mais ce sera pas une priorité. Voilà, bah c'est ça. D'accord. Non, les films sur les cartels, à un moment donné, il y en a. Non, il en a marre. Alors moi j'y Il y en vais a trop. parce que c'est un film sur les cartels mais qui est non américain. C'est ça. Donc j'aimerais bien voir la vision des gens qui vivent à côté des cartels. C'est ça. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et bon, ça va te déprimer, hein, Joe. Non, Non, la Colombie c'est un très beau pays. Tout à fait. Et puis des indigènes, etc. C'est des sujets que j'aime bien, même si ça sera sûrement très dur. Mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Alors ensuite on a Alex, le gamin qui va être roi. Ou un truc comme ça. Le destin d'un roi. Alors attention, Le destin d'un roi. Non, j'ai fait exprès. Mais film de Joe Cornish. Alors attendez, qui est Joe Cornish? Il a fait The Block en 2011. Ah oui. C'est un Anglais. Et c'est le scénariste et producteur de notre film préféré à Christian et moi, Ant-Man. Le premier. Ant-Man et la guêpe. Et de Tintin aussi. Tintin et, Ouais, Secret donc d'Alicorne. bon, ok, très bien. Alors, Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l'épée mythique Excalibur. Ah, putain, Alex alors fait ça, déjà, ça m'énerve référence déjà. évidemment à Arthur, parce qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Lance. C'est Lancelot. Donc, il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l'Enchanteur afin de contrer la maléfique Morgane du Bla, Moyen-Âge pour bla, détruire le bla, monde. bla. Ok. J'arrête. Je Osef. pense personne n'y va, c'est ça? Non, mais la bande annonce est Super. horrible, Puis je ne pense pas qu'on soit la cible en plus. En plus, Ah, tu as regardé la bande-annonce? Tu es très sérieux, bravo. non, mais Ouais, tout non, à fait, mais- Michael a complètement raison. Je pense que c'est vraiment un film pour les gamins de 10 ans. Ouais. C'est ce qu'on Voilà. m'a dit. Quelqu'un l'a vu dans la Ouais. première autour de moi. Il m'a dit que c'était ça. Mm. Alors ensuite, attention. Trim, Tanguy le retour. Film d'Étienne Châtillaise. J'ai pas trop Pourquoi compris. Alors Alors, oui, je sais pourquoi. Donc 16 ans plus tard, Tanguy revient. Il a maintenant 44 ans. Il revient chez ses parents. Donc il y a toujours André Dissolier, toujours Sabine Zema et toujours Éric Berger. Pourquoi?
Qui n'a rien fait Donc entre c'est les non. deux. Qui n'a rien- non mais non, moi j'y vais pas, Non, mais j'y vais pas. Eric Garnier, oui, les deux autres, En c'est des plus, légendes. quand même. Châtillès pour moi c'est comme Burton, tu vois, j'ai le même sentiment sur lui. C'est qu'à un moment il s'est perdu et il est mort. Donc bam, non. Personne n'attendait cette suite. C'est comme Ah non. les petits mouchoirs. Personne n'attend. Enfin, Ouais, personne n'attend alors, ça. le film, non. si tu veux, Alors, les films, Plus ce petit mouchoir. Ouais, Non, mais ces Mickaël, films- je vais te reprendre. Non, Je sais qu'il y a beaucoup. Attends. ces une films-là seconde. se Il y a suffisent beaucoup de gens à eux-mêmes. autour quoi. de moi qui n'ont pas aimé, mais tu vois au box-office, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé les petites mouchoirs. Non, Ouais, mais ouais, je dis pas que c'est un Alors mauvais film. hein. Tanguy, ça a fait son effet, effectivement, Non. à l'époque, mais là, on est des années Bah plus ouais. tard. Les petits mouchoirs, ils datent d'il y a même pas 5 ans. Là, Tanguy, je sais même plus quand je l'ai vu, je l'ai vu il y a des millénaires. Les petits mouchoirs, j'ai pas dit que c'était un mauvais film. Je l'ai vu. je Non, l'ai c'est trouvé pas ça. bien. C'est juste Mais que pour moi, le il film était se suffit à attendu. lui-même. Il n'y a Je pas prends forcément attendu. besoin d'une suite. D'ailleurs, C'est ça ce sent que je la veux suite. dire. Oui, Voilà. ça c'est Pareil, vrai. ça sent la c'est- suite c'est pas forcée la même aussi. chose. C'est ça. On voit l'abondance, t'as pas. Ça, c'est autre chose. Ouais. C'est des choses différentes. Alors là, je suis d'accord avec vous. Par contre, est-ce que la suite était attendue, les petits mouchoirs? La réponse est oui. Ouais, plus. Pour tout plus. ce que- Ah oui, je te promets. Mais par Ouais. contre, sur ce que vous avez dit tous les deux, je suis d'accord. Ouais. Pourquoi cette suite? Est-ce qu'elle est forcée? Alors là, d'accord avec vous. Alors que j'estime beaucoup Guillaume Canet, mais là, j'ai pas vu le premier, donc je ne peux pas juger. Alors ensuite, un film très intéressant, Blanche comme neige de Anne Fontaine, donc qui est une actrice qui a joué, parce que moi je la connaissais pas avant, dans Prof en 1985, et qui a été connue à partir du moment où elle a réalisé Augustin roi du kung-fu. Son dernier film était Marvin ou La Belle Éducation. Je sais pas si je prononce bien, évidemment. Donc, Marvin. Marvin, j'ai fait exprès. Ouais, mais on est en France, donc je dis Marvin. Donc Claire, jeune femme d'une grande beauté, donc ça c'est Lou de l'âge, suscite l'irrépressible jalousie de sa belle-mère Maude, Isabelle Huppert, qui va jusqu'à préméditer son meurtre, sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme. Claire décide de rester dans ce village et va éveiller les mois de ses habitants. Donc il y aura 7 hommes, etc. On a compris, on brode sur l'histoire de Blanche-Neige. Oui. Est-ce que ça vous tente? Bah, ça me Voilà. fait penser le synopsis à un film là, Tamara Drew qui a été fait par Ah un oui. anglais. Je sais plus le nom du. Steven réalisateur. Frears. Ouais, c'est ça. C'est un peu Exactement. la même histoire. Exact. Bon, Bah, de toute façon, puis il y a eu Bianca Nueva. Je sais pas, il y ça, en a mais plein. ça dépend de toi, Jo. Si t'y vas, j'y vais. Si t'y vas Jamais pas, de la vie. Ok, bah moi non plus. Voilà. Moi non plus. Bon. Très bien. Je fais pas toute la filmo Non. de Anne Fontaine, Non. mais il y a 2-3 Ouais, films, je les verrai jamais, hein, Ouais. même sous la torture. Alors ensuite, La Familia pour finir. Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes d'une banlieue ouvrière de Caracas, encore un film d'Amérique du Sud. Quand il blesse gravement un garçon du quartier lors d'un jeu de confrontation, son père Andrés le force à prendre la fuite avec lui pour se cacher. Et donc, après, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, un film donc d'Amérique latine où ça rigole pas toujours. Ouais, favelas, et con, ouais. Caracas, c'est pas Favelas, hein. Favelas, c'est le Brasil. Brésil. C'est Brasil. Ouais, mais bon, c'est Caracas. le. Caracas, c'est un autre pays. Écoute, j'ai déjà dit oui pour la Colombie, là je dis non. Ah. Voilà, je choisis. Non, bah non, ouais, ça suffit. Je veux des films légers moi cette semaine parce que j'ai besoin de et là tu nous sors vraiment parce que Cimetière, ça va être léger. c'est Ah, alors ouais, attends, d'accord. pour moi c'est popcorn, Ah, ouais, d'accord. Cimetière, c'est pas c'est Mickaël, pour finir. Je ne sais pas. Je me prononce Il- pas. Je il- vote blanc. Voilà. Michael n'a aucune personnalité, il faut le savoir. Voilà. Il ne sait pas, voilà. Eh ben écoutez, on termine là-dessus. On termine là-dessus. Sur ce, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est Tout de suite, c'est l'émission Voix du Portugal. Mais Restez bien sur RBS. Restez bien sur RBS. N'oubliez pas de venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, RBS ou Fin de séance qui est sur YouTube et Facebook. Mickaël, une seconde. Oui, on a parlé de cartels et justement la semaine prochaine, on va faire une émission sur les cartels de drogue. Superbe, ce Mickaël. il est vraiment extraordinaire. c'est Moi, il me vraiment fait Tu me tends rêver. une perche donc. Allez, à la semaine prochaine, pas de morceau de musique parce que je préférais discuter. Allez, D'accord. salut. Au revoir.